Bonjour à tous, nouvelle vidéo un petit peu spéciale, on va parler de Fukushima, c'est pas le genre de sujet que j'aborde d'habitude sur cette chaîne, mais pourquoi pas. Ne vous attendez évidemment pas à une grosse dose de comic lol sur ce sujet, on va essayer de rester sobre et surtout j'aimerais parler de ça sérieusement. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je lis toutes vos réactions, je lis vos commentaires suite aux vidéos qu'on poste sur YouTube, comme je lisais avant les commentaires suite aux articles que je posais sur le blog, et je remarque que le mot Fukushima revient régulièrement. En général, quand je dis quelque chose de gentil sur le Japon ou des points positifs sur le Japon, on me sort toujours oui mais Fukushima. Je peux pas dire que ça m'étonne vraiment, mais c'est tellement loin de mon quotidien, enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne concerne pas, à moins d'habiter vraiment à côté de Fukushima ou de travailler à Fukushima, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui n'impacte pas la vie de tous les jours, donc ça me fait bizarre à chaque fois de voir ce mot. Alors je suis pas là pour dire du bien de Fukushima ou pour dire que rien ne s'est passé, hein. C'est une vraie catastrophe, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe pour toutes les familles qui habitaient dans la région, c'est une catastrophe pour les gens qui sont obligés d'y travailler. Non, c'est vraiment quelque chose de super négatif. Simplement, c'est pas quelque chose qui impacte le quotidien des Japonais. Il n'y a pas, objectivement parlant, je veux dire, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de radioactivité dans l'air. Je vais vous dire franchement, j'ai 2 enfants, une femme enceinte. Je n'habiterais clairement pas à Tokyo si je pensais une petite seconde qu'il y avait un risque de santé pour ma famille. Avant d'aborder vraiment le sujet, il faut que je précise quelques petites choses. Tout ce que je dis reflète uniquement mon expérience et mon point de vue, hein. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça quand j'ai fait une FAQ la dernière fois. J'ai pas pour ambition d'imposer une vérité ou quoi que ce soit, hein. C'est simplement ma vision des choses. J'ai vu régulièrement, oui mais tu dis ça parce que tu n'y connais rien au Japon ou au japonais. Donc juste pour vous donner une idée de mon expérience, je viens au Japon régulièrement depuis 2004, j'y ai passé en tout 8 ans, ça fait à peu près 6 ans et demi que j'y suis installé définitivement. J'ai eu l'occasion de travailler à l'extérieur, maintenant j'ai mon entreprise. Je suis marié à une japonaise, j'ai une belle famille japonaise, des enfants qui sont scolarisés au Japon. Je suis photographe officiel, entre parenthèses, du festival de mon quartier. Je parle la langue, j'ai un peu voyagé au Japon, donc j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de Japonais. Je me sens vraiment intégré dans la société japonaise. Je suis là pour vous dire ce que je ressens, encore une fois, et c'est pas une vérité, et ce que je vous engage à faire, c'est écouter ce que je dis et écouter les autres personnes qui habitent au Japon. D'ailleurs, alors on va faire une grosse parenthèse. J'ai l'impression, mais je sais que c'est pas une impression, que beaucoup de personnes ont un avis très tranché sur de nombreux sujets, en ayant uniquement une expérience des médias. Laissez-moi vous dire une chose, ce qu'on voit à la télé, alors c'est valable pour Fukushima, c'est valable pour beaucoup d'autres choses, ce que vous entendrez à la télé, ça ne reflète pas du tout la réalité. Enfin, quand on habite quelque part et qu'on regarde ce qui se passe à la télé, souvent ça n'a rien à voir. Alors je veux pas dénigrer le travail des journalistes, hein. Il y a des émissions très bien, il y a des reportages très bien, simplement quand on voit quelque chose particulièrement sur ce qui se passe à l'étranger, c'est assez... Alors parfois c'est rigolo et souvent ça fait vraiment de la peine. Je vais vous donner quelques exemples. J'habitais déjà au Japon quand il y a eu le séisme en 2011 et donc Fukushima par la suite. Donc j'ai vraiment pu comparer ce qui se passait sur place et ce qu'on disait dans les médias. Alors je regardais les médias français évidemment beaucoup, les médias américains et aussi les médias japonais, qui étaient tous les trois totalement différents. Alors tout ce qui est tremblement de terre, raz-de-marée, donc Fukushima, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et avec un impact immense sur le pays, hein. C'est vraiment un événement très important et tout le monde en a conscience. Et encore maintenant on voit que le gouvernement galère pour savoir ce qu'ils vont faire des déchets toxiques qui restent de Fukushima, etc. Enfin, c'est pas un problème qui s'est réglé en 5 minutes et ça va prendre encore des années. Juste entre parenthèses, je ne suis pas payé par le gouvernement japonais pour faire de la propagande pour le Japon, hein. C'est seulement ma vision des choses en tant que personne qui était sur place et qui a vu le déroulement des événements. Et j'ajoute que si je disais du mal du Japon et de Fukushima, cette vidéo aurait beaucoup plus d'impact. Regardez ce qui se passe sur internet, hein. Plus on dit du mal de quelque chose et plus on a de succès. Et c'est exactement pareil dans les médias. Les médias sont là pour faire du sensationnalisme. Ça se passe comme ça à la télé, ça se passe comme ça dans les journaux et c'est quelque chose de tout à fait normal et compréhensible, puisque le fonctionnement d'un média, le principe même du fonctionnement d'un média, c'est que il faut qu'il soit vu par le plus de gens possible pour survivre, tout simplement. Même à la télé, même sur les chaînes publiques, il faut de l'audience.
Et pour ça, on fait des sujets à sensation, des news flash avec des images gore, etc. Et même les journalistes qui vont sur place cherchent l'image à sensation, le témoignage à sensation, etc. Ça représente pas vraiment la réalité. Enfin, dans beaucoup de cas, ça ne représente pas la réalité. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est quelque chose d'hallucinant. Écoutez vraiment les gens qui sont sur place. Quand j'étais blogueur, j'ai beaucoup témoigné sur Fukushima par exemple, j'ai fait peut-être 40 ou 50 articles dessus et ça ne me rapporte absolument rien de dire que ce soit du bien ou du mal sur un sujet comme ça, c'est simplement ma vision des choses et comparer surtout, il faut pas s'attacher à ce que je dis personnellement, il faut comparer avec les autres personnes. D'ailleurs, je me disais, ce serait tellement bien d'avoir un site d'info au niveau mondial qui se base uniquement ou quasiment uniquement sur le témoignage des gens qui habitent dans le pays et pas sur les journalistes, parce que le discours des gens qui sont dans le pays et ce que vous voyez à la télé est souvent, mais vraiment très contradictoire. J'ai voyagé, j'ai habité dans plusieurs pays et j'avais déjà remarqué ce genre de choses. Deux exemples. Avant les Jeux Olympiques de 2008, vous vous rappelez certainement, il y a un Français qui a bousculé un athlète chinois, un handicapé, et ça a fait un scandale, on en a beaucoup parlé en Chine, en France, etc. Et dans les infos en France, on nous disait attention, les Chinois détestent les Français. Alors, je sais pas si on nous disait clairement ne voyagez pas en Chine, mais en tout cas on nous faisait clairement comprendre que il ne fallait pas y aller, que c'était dangereux, que les gens manifestaient contre les Français qui jetaient du vin dans les caniveaux, etc. Et moi pendant ce temps-là j'habitais en Chine et je voyageais en Chine, j'ai fait à peu près 4 mois de voyage en Chine pendant cette période. Et ça ne m'a posé aucun problème, les gens étaient super gentils avec moi. Je voyais à la télé que les Français étaient détestés en Chine et partout où j'allais, mais partout je voyageais dans toute la Chine. Les gens étaient adorables avec moi, sachant très bien que j'étais français. J'ai eu une réflexion, et je m'en rappelle parfaitement, dans un parc, quand j'ai dit que j'étais français à un Chinois, il a mis un pouce vers le bas, et tous les autres Chinois qui étaient avec lui, tout de suite lui ont baissé la main et sont excusés à sa place. Déjà ça me faisait bizarre, je suivais quasiment que les news françaises à l'époque, et le décalage était mais immense. Deuxième exemple, toujours en Chine, il y a eu un tremblement de terre absolument énorme dans le Sichuan, mais vraiment qui a fait beaucoup de morts, etc. On en a beaucoup parlé. Quand je regardais les news en France, on me disait que c'était insupportable, que le gouvernement chinois ne venait pas en aide aux Chinois, qu'il y avait des gens bloqués dans la montagne qui attendaient les secours depuis plusieurs jours et que ça s'organisait pas. Et vraiment, on crachait sur le gouvernement chinois, etc. J'y suis passé donc 6 semaines après. Alors déjà il y avait l'armée partout, il y avait des tentes, la Croix-Rouge, Skylon, partout, il y avait énormément de personnes qui encore 6 semaines après déblayaient les routes, etc. Et je peux vous dire que quand on voit la réalité sur le terrain, j'ai traversé tout le Sichuan en bus pendant à peu près 8 ou 9 heures, hein, pour je sais pas combien peut-être plusieurs centaines de kilomètres. Le Sichuan, c'est une petite route principale qui traverse le long d'une rivière. Et quand on voit la montagne, quand on voit les dégâts du tremblement de terre, si vous voulez, les montagnes étaient vraiment coupées en deux, comme si quelqu'un avait donné, si vous voulez, un grand coup d'épée, un grand coup de katana dans la montagne, et que tout était tombé, avait ravagé les villages et les routes. Et on voyait sur le bord des routes, hein, qui étaient dégagées, des pierres qui faisaient 3 mètres, 4 mètres, enfin qui étaient plus grosses que des bus, et tous les ponts qui étaient ravagés. Et évidemment, de cette route principale partent plein de petites routes de montagnes qui vont dans des villages, etc. Et pour dégager tout ça, ça prend des milliers, des dizaines de milliers de personnes pendant des jours et des jours et des semaines. C'est un travail mais titanesque, et au bout de 6 semaines, tout était déjà, il y avait déjà des ponts, tout était déjà réparé, et enfin je veux dire, il y a eu un boulot immense qui a été fait de la part de l'armée chinoise et des Chinois. Alors j'ai énormément de critiques à faire, hein, sur la Chine, c'est un pays que j'adore, mais il y a beaucoup de trucs à critiquer. Mais quand je voyais qu'on disait que les Chinois ne réagissaient pas, et que sur le terrain c'était totalement différent, et que c'était un travail mais titanesque, que n'importe quel pays aurait eu vraiment du mal à affronter, quoi. Enfin vraiment c'était choquant, c'était vraiment choquant. Et pour revenir à Fukushima, c'était exactement la même chose. Alors Fukushima, alors quand on accusait souvent le gouvernement japonais et les médias japonais de ne pas dire la vérité sur Fukushima, et c'est vrai que beaucoup d'infos sensibles, voire choquantes, sortaient très tard dans les médias japonais. C'est vrai également que dans les médias on ne voyait pas trop de scènes, enfin
il y avait énormément de scènes horribles, hein, c'est vrai, mais comparé aux médias étrangers, il y avait moins de scènes de panique et plus d'informations au sens pur, dans le sens où, après Fukushima, le gros des médias, en fait, c'était des gens en costume ou qui travaillaient à la centrale, qui débitaient des chiffres, et en fait, c'était des chiffres assez essentiels pour les Japonais, parce que c'était le taux de radioactivité qu'il y avait autour de la centrale et ailleurs au Japon, c'était le taux de radioactivité qu'on avait dans certains légumes. On nous disait ne mangez pas ces légumes maintenant, ceux-ci vous pouvez les manger. Ce qu'on voyait dans les médias en France, c'était beaucoup de... alors encore une fois, c'était beaucoup de sensationnalisme. On montrait que des scènes violentes, on donnait que des chiffres. On cherchait vraiment les images et les chiffres qui allaient dans le sens de c'est la panique au Japon, etc. Moi, ce que je voyais, en tant que quelqu'un qui vivait, qui travaillait au Japon, hein, quand il y a eu le tremblement de terre, je travaillais et j'ai continué à travailler. J'étais à Tokyo, j'ai pas quitté Tokyo. Hein. Pour moi, la routine n'a quasiment pas changé. Il y a eu des problèmes dans les transports en commun, des choses comme ça. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cette chaîne YouTube a été ouverte le jour du tremblement de terre. Je l'ai ouverte exprès pour mettre des vidéos pour témoigner de ce qui se passait. Mais il y avait surtout un énorme élan de solidarité, beaucoup de Japonais qui se mobilisaient pour aider les autres Japonais. Les Japonais continuaient à travailler normalement, alors moi j'allais au travail, je voyais comment ça se passait autour de moi. Voilà, les gens continuaient à faire leurs courses, les gens continuaient à travailler, il n'y avait pas de... On voyait aux infos, alors il y a un chiffre qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque, je me rappelle plus exactement, mais on disait que aux médias français qu'il y avait genre en une journée quelque chose comme 300, 400 ou 500 000 Japonais qui avaient quitté la capitale pour le sud du pays, et c'était des chiffres qui comparaient aux chiffres quotidiens des Japonais qui descendent dans le sud, était totalement ridicule. Il y avait une hausse du trafic de peut-être 10%, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que la majorité des gens qui se déplacent vers le sud, c'est pour aller travailler, c'est pour partir en vacances, à la pêche, je sais pas, pour n'importe quelle activité, voilà, c'est vraiment, il y a un flux quotidien de Japonais vers le sud, et donc on a balancé ce chiffre là comme quoi tous les Japonais étaient partis de Tokyo, et c'était absolument faux. Je connais aucune personne, si ce n'est des Français qui ont quitté Tokyo. Ils fuient la capitale japonaise. Ses résidents n'en peuvent plus. Tokyo n'est plus un lieu sûr à leurs yeux. De longues queues se sont formées ce mercredi à l'aéroport. Les destinations les plus prisées, les villes du sud du pays. Enfin, les gens ont vraiment pris le truc très sereinement, très calmement, vraiment à la japonaise. Et ça aurait dû d'ailleurs être un exemple. Personnellement j'avais été vraiment... impressionné par les Japonais après le tremblement de terre, et même que ce soit les gens directement touchés ou les gens à Tokyo, enfin les gens étaient calmes, les gens étaient bien ordonnés, apaisés, enfin il y a des gens qui sont morts, etc. Il y avait beaucoup de tristesse, mais je veux dire, il n'y avait pas de panique, il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu de... Ça s'est passé d'une façon exemplaire, et personne n'a montré ça, ou très très peu, et ce qu'on montrait c'était des photos de supermarchés vides en disant qu'il y avait des pénuries. J'en ai parlé d'ailleurs de ce sujet sur le blog, et c'est vrai que pendant quelques jours, on a pu trouver d'eau, on a pu trouver de nouilles instantanées dans les supermarchés, et on voyait ça en boucle à la télé française. Et par contre, si tu décales un petit peu ta caméra sur la droite, alors j'ai pris pas mal de photos aussi, j'ai pris les mêmes photos que prenaient les médias, et j'ai pris les photos des rayons à côté, et tu voyais que t'avais pas d'eau effectivement, mais t'avais qu'un sorte de thé vert ou de coca ou de tout ce que tu veux en boisson, et t'avais des pâtisseries, il y avait pas vraiment de pénurie au sens on ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas boire, c'était juste certains produits. C'est vrai que les gens ont fait des réserves de nourriture, nous on l'a fait aussi, tout simplement parce que dans les premières heures ou jours qui suivent un phénomène comme ça, on sait pas à quoi s'attendre, on se dit est-ce que l'eau du robinet va être contaminée, etc. Donc en attendant d'être rassuré, on achète des boissons, on achète des conserves, enfin des nouilles, des choses comme ça, mais il n'y avait pas de panique, les gens étaient bien ordonnés, et encore une fois il y avait plein de trucs, enfin j'ai manqué de rien, j'allais au combini et j'achetais mes trucs comme d'habitude, à l'exception de voilà, il n'y avait plus trop de bento ou de choses comme ça. Tout ça pour dire que les gens se basent beaucoup sur ce qu'ils voient à la télé ou dans les médias, et ça ne reflète souvent en rien ce qui se passe dans la réalité. Encore une fois, écoutez les gens qui sont sur place et qui n'ont rien à gagner à déformer la vérité. Et dites-vous bien que quand il se passe quelque chose de l'ordre Fukushima, il y a tellement de scientifiques, tellement de journalistes du monde entier qui viennent sur place, tellement de personnes qui font attention. Par exemple, il y avait des compteurs Gégère en vente partout, même dans les supermarchés, on pouvait mesurer le taux de radioactivité vraiment partout, instantanément, et même encore maintenant dans les villes proches de la centrale, il y a toujours des compteurs Gégère, un peu partout, même près des arrêts de bus.
dire que le japonais essayait de cacher des informations sur le taux de radioactivité, etc. C'est tellement du moment que vous n'allez pas à proximité même de la centrale, vous roulez dans la terre qui a été contaminée après l'incident, vous risquez absolument rien. Et dites-vous que s'il y a des risques dans le futur, parce qu'évidemment il y a des risques de tremblement de terre au Japon, il y en a régulièrement, hein, le Japon c'est quand même le pays qui est le mieux préparé face au tremblement de terre. Il y a des gros tremblements de terre tout le temps et il n'y a pas des morts. Vous voyez à la télé que ça se passe plutôt bien les tremblements de terre. Je veux dire, regardez par exemple en Italie comme il s'est passé le mois dernier, quand il y a un tremblement de terre, et ben tout s'effondre. Ça se passe là, c'est pareil en Inde, c'est pareil en Chine, c'est pareil dans de nombreux pays. Au Japon, on est vachement préparé. Toutes les maisons on respecte des normes. Ma maison là exactement où je suis respecte des normes très très strictes au sujet des tremblements de terre. J'ai pu le constater moi-même, hein. Les maisons sont reposées sur des gros caoutchoucs si vous voulez, et il y a des structures qui sont censées résister au tremblement de terre. Effectivement tout résiste très très bien, même quand il y a eu le gros tremblement de terre en 2011 à Tokyo, on l'a vraiment beaucoup ressenti, et pourtant il n'y a aucune maison qui s'est écroulée. C'est vraiment le raz-de-marée, hein, qui là forcément quand il y a des vagues de 20 mètres qui arrivent, c'est dur d'avoir des maisons qui résistent, mais le tremblement de terre n'a pas été du tout dévastateur, et donc le Japon est très bien préparé. Et dites-vous que de toute façon il y a des risques partout. J'ai pas du tout le sentiment d'être plus en danger au Japon qu'ailleurs. Je m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pas pour ma famille. Fukushima c'est quelque chose qui est vraiment très très loin de mon quotidien et du quotidien de, je peux vous dire, 99% des gens qui habitent au Japon. Ne ramenez pas s'il vous plaît Fukushima comme un point négatif sur le fait de vivre au Japon. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le quotidien et c'est pas quelque chose de positif non plus, hein, du tout, mais c'est pas quelque chose qui a un impact sur les gens qui viennent au Japon, qui habitent au Japon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un sujet, je sais, qui mériterait d'être traité sûrement plus en profondeur et par des gens qui ont peut-être une expertise meilleure que la mienne. Je suis pas là pour faire un exposé encore une fois ou pour faire un travail en profondeur sur la chose, c'est juste pour donner mon point de vue et ma sensation en tant que résident au Japon. J'espère que vous avez appris quelque chose, que ça peut vous mettre un petit peu en garde aussi. Le but de cette vidéo c'est vraiment de vous mettre en garde par rapport à ce que vous lisez sur internet ou ce que vous voyez dans les médias, par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et c'est pour ça encore une fois que vraiment voyager, allez voir ce qui se passe par vous-même dans les pays. Je vous dis pas d'aller voir quand il y a un tremblement de terre, d'aller sur place faire chier les gens. Je vous dis allez habiter dans un pays et forcément vous verrez que ça ne correspond pas à l'idée qu'on en a, parce que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend par les gens, c'est jamais la réalité, c'est jamais ce qu'on entend par le biais d'une caméra, c'est jamais exactement représentatif de la réalité. Et même là, si j'essaye vraiment d'être le plus honnête possible, le plus transparent possible, forcément je ne suis pas non plus à 100% objectif, étant donné que j'oublie des choses et on a tous une mémoire sélective, et peut-être que je suis plus optimiste que certains, peut-être qu'il y a des gens qui vont voir la même chose que moi de façon totalement négative. J'en ai conscience et c'est très très bien. Donc si vous voulez commenter, si vous voulez partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on aborde plus de thèmes comme ça? Quand j'ai fait la FAQ la dernière fois, innocemment, en pensant que ça allait toucher vraiment que le cœur d'ici Japon qui s'intéressait au site, et que j'ai vu que ça avait pris beaucoup de proportions, je me suis dit qu'on pourrait peut-être aborder des sujets de manière un petit peu plus développer, hein, pas juste passer 30 secondes dessus. Et même si je suis pas forcément la personne la plus douée pour faire passer un message, ou la personne avec le plus de savoir historique ou sociologique, ou voilà, je me dis que pourquoi ne pas en parler. Moi ça m'intéresserait en tout cas de voir le témoignage d'autres personnes, la vision d'autres personnes. Si vous étiez au Japon ou si vous êtes au Japon, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment ça m'intéresse vraiment de comparer les avis. De plus en plus de personnes s'abonnent à Ici Japon et ça me fait vraiment super plaisir. Je vous remercie à tous ceux qui parlent de nous, c'est vraiment super important, ça nous motive à encore partager plus, et voilà, donc merci, et j'aimerais finir sur une petite note positive, donc bisous.